Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Alors à Lourdes passe à gauche, mon cher Lucas. Oui, eh bien écoutez, il faut bien des exceptions pour les règles. Le résultat est ici net et sans appel avec 3754 voix, soit 49,11% des suffrages. Josette Bourdeau l'emporte cette élection à Lourdes. Elle distance très largement le maire sortant UMP Jean-Pierre Artiganave qui totalise 42,50% des suffrages et n'effectuera donc pas un troisième mandat. Josette Bourdeau devient la première femme maire de Lourdes. Elle améliore de 4,2 points son score du premier tour. Elle semble donc avoir profité à plein de la nette progression du taux de participation. Il est en hausse de 4% à Lourdes. Troisième larron présent pour ce scrutin, Claude Heinz du Front National, qui avait maintenu sa candidature pour ce second tour, obtient 8,37%. C'est un recul d'un peu plus de 4 points. Lourdes marche donc un peu à contre-courant des résultats nationaux. La ville passe à gauche après avoir été gérée par des maires de droite depuis 1989, qu'il s'agisse de Philippe Douste-Blazy ou de Jean-Pierre Artiganave. Les partisans de Josette Bourdeau ont dignement fêté la victoire hier soir. La nouvelle maire, très émue, a notamment expliqué que son équipe était là, je cite, pour le bien-être de tous les Lourdais, pour faire à nouveau de cette ville, a-t-elle dit, la capitale mondiale de la spiritualité. Et puis a signalé encore en ce qui concerne les Hautes-Pyrénées que les maires qui avaient été mis en ballottage au soir du premier tour ont généralement été battus. C'est le cas notamment à Odos où Jean-Michel Lehmann bat le maire sortant Dominique Lidard avec 53,2% des voix. Bascule également à Vic en Bigorre avec la victoire de Clément Menet et à Trie-sur-Baïse de Jean-Pierre Grasset qui devance de 2 voix le maire sortant Maryse Momus. Et puis si nous allions dans les Pyrénées-Atlantiques, et vous n'avez Dieu que pour Pau, mon cher Luc. Oui, pratiquement, et là ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe. François Bayrou remporte la mairie avec 62,95% des suffrages face au socialiste David Habib qui totalise 37,05% des voix. Il met ainsi fin à un règne de la gauche de plus de 40 ans. Il met surtout fin à une série de revers quasi ininterrompus dans sa vie politique. Après une défaite lors des municipales de 89 et de 2008, des présidentielles de 2002, 2007, de 2012 et la perte de son siège de député des Pyrénées-Atlantiques en 2012, François Bayrou est donc le nouveau maire de la capitale béarnaise. Quand il y a soutien aussi massif dans une ville comme Pau, où l'on connaît le rapport de force favorable à la gauche en général, il y a une signification pas seulement politique, c'est aussi affectif, a déclaré François Bayrou hier soir. Au conseil municipal, la liste de Bayrou obtient 40 conseillers, celle de David Habib 9. Et puis, dans le 64, autre résultat important, la défaite à Oloron du maire sortant Bernard Uturi. Hervé Luc Béreil, d'hiver droite, l'emporte de 8 voix avec 50,07% face à Bernard Uturi qui menait une liste PS. Un recours là peut-être, hein, c'est oui, chaud, 8 voix. En perspective, 8 voix. Donc Bernard Uturi qui menait une liste du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et du PCF. À Orthez, Yves Darigrand, candidat sans étiquette de la liste Osez choisir, est arrivé en tête de ce deuxième tour avec 42,34% des voix. Il a devancé le socialiste Emmanuel Hanon qui lui recueillit 40,82% des voix. Et puis enfin à Gand, Francis Pess, le candidat d'hiver droite, l'emporte avec 52,37% des voix contre le maire sortant socialiste Jean-Michel Tissanier. Merci Luc pour ces résultats donc précis pour les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Il est 8h12 avec Stéphane Beaumont. Nous analysons depuis ce matin à 7h les conclusions de ce deuxième tour de scrutin dont on s'aperçoit très bien et très vite que la marge de manœuvre de François Hollande aujourd'hui face à cette débâcle, elle est relativement étroite. La marge de manœuvre est étroite et le temps presse parce que les résultats sont frappants. Vous avez parlé à juste raison de tsunami, de raz-de-marée, de vagues bleues et il doit y avoir une réponse politique à un vote sanction de nature politique, un vote sanction qui s'est manifesté par l'abstention, un vote sanction qui s'est manifesté par le vote FN, une abstention qui s'est manifestée par une défiance très marquée à l'égard des listes estampillées socialistes, émergés ou
ou écologistes. Encore que les écologistes tirent mieux leur épingle du pied. Donc, Ils François ont décroché Hollande, la mairie de Grenoble, notamment. ils ont décroché la mairie de Grenoble, malgré l'agression dont a été victime la tête de liste entre les deux tours. C'est dire la passion qui s'est engagée. Il est vrai que Grenoble, que vous connaissez comme moi, les montagnes ne sont pas loin, et ils ont toujours été, avec les groupes d'action municipaux notamment, d'Hubert Dubedou, parmi les pionniers de la démocratie participative et de la démocratie de proximité. Donc je reviens à François Hollande. Qu'est-ce qu'il a comme possibilité? D'abord, il est maître du temps. C'est pas évident qu'on connaisse dès aujourd'hui le remaniement, le gouvernement resserré et le nom éventuel du nouveau Premier ministre. Il dispose du temps. Va-t-il l'utiliser? Va-t-il faire comme François Mitterrand en 1983, où après un raz-de-marée également contre la gauche, qui était la première élection depuis 81, François Mitterrand a attendu 10 jours pour renommer Pierre Mauroy avec un gouvernement resserré. Est-ce que François Hollande fera la même chose que François Mitterrand? Toujours est-il qu'il ne m'étonnerait pas qu'il ait en tête le scénario de 1983. S'il choisit Valls comme la sondocratie et comme les sondeurs semblent le lui imposer, il y a une partie du PS qui est hostile, et il serait obligé de cohabiter à l'intérieur du socialisme ou à l'intérieur des socialismes avec Valls, ce qui n'est pas évident quand on a des européennes qui arrivent. Et c'est justement le fait que ces européennes arrivent qui met un peu entre parenthèses Laurent Fabius, dans la mesure où, rappelez-vous, le traité de Lisbonne, Laurent Fabius avait préconisé le non, bien sûr, alors qu'il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Donc, personnellement, pour affronter les européennes qui ont lieu dans 3 mois, au mois de juin prochain, je pense que la solution la plus sage, si tant est que l'on soit sage en politique, ça serait de renommer Jean-Marc Ayrault, pardon, je change son prénom déjà, oui. Jean-Marc Ayrault, avec un gouvernement resserré pour tenter d'affronter les européennes et d'éviter au PS d'avoir une 3e place très dommageable. On reviendra sur cette analyse dans quelques instants. On va partir à Rome pour le journal de Radio Vatican et on parlera de ces élections européennes, prochaine échéance, avec peut-être un remaniement et peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale, qui sait. À suivre sur Présence. Nous poursuivons avec le politologue Stéphane Beaumont cette analyse du 2e tour de scrutin. On essaie de faire un peu de science ou de politique fiction, voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Remaniement, oui, certainement. Comment, qui à la tête de Matignon, on le saura peut-être dans les prochaines heures. Et puis, on le disait, il y a une autre élection qui se profile à l'horizon en juin prochain, les élections européennes où on pourrait avoir la répétition du scénario qu'on a connu hier. Ben oui, les élections européennes, d'après les derniers sondages, donneraient comme premier parti l'emportant le Front National, puis l'UMP pas très loin derrière à 1 point, et puis plus loin derrière le Parti Socialiste. Alors est-ce qu'un parti politique peut encaisser 2 défaites considérables à 3 mois d'intervalle? Ça paraît difficile. Est-ce que François Hollande peut nommer un nouveau Premier ministre pour affronter les élections européennes et le griller au bout de 3 mois? Ça me paraît un peu difficile. C'est la raison pour laquelle je crois à un maintien de Jean-Marc Ayrault pour affronter les européennes, et une fois carbonisé complètement, ou une 2e fois carbonisé, une première fois aux municipales et une 2e fois aux européennes, à ce moment-là, accepter sa démission et nommer un autre Premier ministre. Mais pourquoi faire? Est-ce que ça serait pour appliquer une politique? Hollande n'a jamais vraiment appliqué la politique qu'il a indiquée, qu'il a promise. Donc pourquoi changerait-il cette politique du dos rond et cette politique finalement très radicale socialiste au sens ancien du terme? Alors il a une possibilité, puisqu'il y a une défiance qui s'exprime aux municipales et qu'il y a une défiance qui va s'exprimer aux européennes. Pourquoi ne pas faire du pays l'arbitre entre François Hollande et la défiance exprimée par le peuple? À ce moment-là, on peut très bien imaginer une dissolution. Oui. Une dissolution qui donnerait pour la 4e fois en France la naissance à une 4e cohabitation, parce que cette dissolution donnerait un raz-de-marée de la droite et un recul considérable de la gauche. Donc cette dissolution permettrait à François Hollande d'être plus dos rond que jamais et d'attendre que la droite se casse la figure face aux réalités économiques et sociales et amène sur un plateau le président, oui, pour être à nouveau candidat en 2017.
c'est vrai que la cohabitation a toujours bénéficié au président en place. Voilà, tout à fait. Et puis en 2017, le secret espoir de François Hollande, c'est lequel? C'est d'avoir Marine Le Pen contre lui au deuxième tour. Et là, le résultat ne fait pas beaucoup de doute. Le Front républicain, au nom du Front républicain, un scénario qu'on a connu avec un certain Jacques Chirac. Oui, d'ailleurs, vous avez raison de parler de Front républicain. Moi, je remarque que dans cette campagne, et ça doit être une grande leçon pour les socialistes et même pour toute la classe politique, il y a une sémantique qu'il faut changer. Le citoyen est citoyen téléspectateur, le citoyen est également un individu, et lui asséner la même sémantique depuis 40 ans au moment où on a Internet, où on a la vitesse de l'information, où on exige la vitesse de la réaction, il faut absolument changer de vocabulaire. Changer de vocabulaire, c'est remettre un peu d'enthousiasme et de sérénité, et de vérité et d'authenticité dans le langage politique. Donc, on l'a compris, il faut renouveler le langage. Les socialistes parlaient beaucoup de force de progrès. Là aussi, il va falloir remiser Et force de progrès, ça a 50 ans maintenant. Oui. Mitterrand l'employait, Georges Marchais l'employait. C'est comme les notions de peuple de gauche et de peuple de droite. Moi, j'ai jamais rencontré le peuple de droite ni le peuple de gauche. Seul le général de Gaulle savait rassembler le peuple tout court. Il disait d'ailleurs, ce n'est pas la droite qui compte, ce n'est pas la gauche qui compte, c'est la France. Oui, toutes ces notions sont périmées, has-been, comme disent les jeunes. Il faut véritablement se renouveler pour une raison bien simple, c'est que les nouvelles technologies de communication, Internet, Twitter, tous ces éléments-là ont introduit une sorte d'accélération de l'histoire à l'intérieur de la vie politique, à l'intérieur du jeu politique. Et on a l'impression, à l'occasion notamment de ces municipales, qu'il y a un temps de retard de la part du politique, alors que les lecteurs attendent des réponses immédiates sur des problèmes immédiats à régler, sur des problèmes qui sont autant de contraintes quotidiennes. Si le politique ne comprend pas qu'il faut un changement de langage, qu'il faut l'adaptation aux nouvelles techniques et qu'il faut que le citoyen et que le citoyen est également un individu avec ses contraintes quotidiennes, il faut désormais que le politique, par son langage et par ses actions et par sa politique, ouvre enfin l'histoire aux citoyens et ne la ferme pas. Actuellement, la Constitution ouvre l'histoire à tout citoyen qui, normalement, peut exercer pleinement sa souveraineté politique. Aujourd'hui, cette souveraineté politique, elle est obérée, occultée par le chômage qui ferme l'histoire des individus. À ce compte-là, il est difficile d'enregistrer des victoires. 2014, indéniablement, sera une année clé avec cette série d'élections. On peut penser aussi que le Sénat va rebasculer à droite. Oui, alors on va 2014 et 2015 sont des années phares pour ce quinquennat, et après 2015, nous rentrons en campagne électorale puisqu'il restera 2 ans. Et la cohabitation idéale pour François Hollande, s'il la veut, c'est à partir de 2015, les cohabitations généralement, en dehors de celles de Jospin-Chirac, ont duré chacune 2 ans. Chirac-Mitterrand, Balladur-Mitterrand, 2 ans. Mais en revanche, Chirac-Jospin, 5 ans. Donc effectivement, on va avoir un bouleversement au niveau des régions. Actuellement, 21 régions sur 22 sont aux mains de la gauche. Cela va complètement changer. Cela va changer également au niveau des communautés de communes, au niveau des métropoles, au niveau du Grand Lyon et au niveau de la métropole parisienne, au niveau de la métropole toulousaine. Et là aussi, ça va changer puisque les pôles de tamis des investissements et des subventions passeront par les métropoles et réduiront quand même le pouvoir et les compétences des mairies. Et puis, il reste à savoir si les cantonales ne vont pas être repoussées à cause d'un charcutage de nature très politique et du fait que repousser les cantonales, c'est éviter de connaître un revers de plus. Il faut bien en être conscient. Donc 2014-2015, tentative de retrouver la confiance de la part du Parti socialiste qui est divisé, puisque pour une des premières fois sous la Ve République, non seulement François Hollande connaît l'impopularité avec 20% d'opinion favorable, mais que cette impopularité, elle vient notamment de ses propres rangs. Alors, bien sûr, dans les prochaines heures, on va parler certainement de remaniement ministériel. Quid de nos têtes régionales? Je pense à Philippe Martin, ministre de l'écologie. Je pense à Sylvie Pinel. Ils sont sur le reculoir. Et vous oubliez Kader Arif. Kader Arif, le ministre des anciens combattants. Alors, est-ce que ça va être... Alors, Kader Arif avait été plutôt
on peut dire que Kader Arif et Philippe Martin étaient plutôt les nommés par Hérault, Oui. et que Sylvia Pinel était la nommée ou la dénommée par Jean-Michel Baillet, qui lui Oui. n'avait pas pu postuler pour des raisons tenant à certaines affaires devant la justice. Or, Jean-Michel Baillet rêvait de deux choses. Il rêvait de la présidence du Sénat, puisque Jean-Pierre Bel a déclaré qu'il ne se représentait pas au Sénat et à aucun mandat. Et je pense qu'il va partir convoler en juste bonheur à Cuba. À Cuba, oui. Et Sur le Malecon. donc Jean-Michel Baillet aimerait rentrer dans le gouvernement, à défaut d'être président, d'être un candidat à la présidence du Sénat, ce dont il rêverait également. Sylvia Pinel, il n'est pas évident, et je ne sais pas si elle aura le soutien à nouveau de Jean-Michel Baillet ou pas. Toujours est-il que s'il y a un gouvernement resserré, il n'est pas impossible que l'on ne retrouve pas ces trois personnalités, à ceci près que Philippe Martin s'est pas trop mal débrouillé par rapport à l'affaire des particules fines. Oui, même si c'était sur la dernière ligne droite. C'est un spécialiste aussi en politique des OPS, des particules fines. On parlait de lui à l'agriculture. Oui, why not, pour un urbain devenu gersois, pour un rurbain, pour un président du conseil général du département le plus rural de France, pourquoi pas. Il n'a pas mal fait à l'écologie, il sait communiquer, il a le sens de l'humour, il est possible qu'il tire son épingle du jeu et non pas d'une meule de foin. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai déjeuné avec lui samedi à midi et il était encore confiant, je l'ai trouvé très en forme, mais certainement qu'il ne s'attendait pas à la débâcle d'hier quand même. Hein. Je ne pense pas qu'il s'y attendait. Si jamais il ne retrouvait pas de Marocain ministériel, ce qui était quand même un des buts de sa carrière politique, je pense qu'il reviendrait au Conseil général et qu'il essaierait et qu'il reprendrait également, ou alors plutôt qu'il reprendrait son mandat de député puisque la loi le lui permet. Voilà, absolument. On arrive au... Donc il serait moins gêné que l'ancien maire de Toulouse, Pierre Cohen. Qui se retrouve sans rien, là. Qui se retrouve sans rien. J'allais dire, entre guillemets, le roi est nu. Le roi est nu, oui. Et puisqu'il n'est plus député, il n'est plus maire de Toulouse, il ne va plus être président de la métropole. D'ailleurs, il y avait des slogans hier soir dans les rues de Toulouse, Pierre Cohen à Pôle emploi. Mais enfin, c'est dur de le lire ou de le dire, mais c'est une réalité matérielle. À moins qu'on lui trouve quelque chose, je pense que ça va être le cas au plus haut niveau pour l'intégrer dans des emplois, dans des hauts emplois de la fonction publique, comme par exemple les contrôleurs d'État. Oui, contrôleurs d'État, certains connaissent cette tâche. Ce sont des travaux d'utilité publique, c'est ça? On appelait ça des tucs à une époque. Allez, soyons sérieux. Il est 8h46. On va mettre un point final à cette session spéciale. Merci Stéphane Beaumont. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Pierre de votre invitation. D'avoir commenté pendant ces différentes semaines les enjeux. Ça va être dur les lundis sans vous. Hein, des lundis sans politique, c'est comme des cassoulet sans saucisse, ça ne ressemble à rien. Mais rassurez-vous, l'actualité politique sera très dense dans les prochaines semaines et on aura l'occasion de vous réinviter, Stéphane, pour commenter les prochains épisodes de la vie électorale française.